suis là pour témoigner et vous dire que c'est possible de continuer et d'avoir une belle vie même après des moments très difficiles. J'ai perdu ma mère quand j'avais 7 ans, ensuite j'ai perdu mon père quand j'avais 15 ans et j'ai eu la chance quand même d'avoir une mère non biologique mais adoptive qui m'a éduquée et élevée comme sa propre fille, donc qui m'a donné cet amour. Je n'ai jamais eu la place pour m'exprimer et comprendre ce qui se passait avec moi. Quand on est dans un centre fermé, est-ce qu'il y a un accompagnement qui est sur mesure, qui nous va, qui prend en compte notre culture ? Bonjour, vous êtes dans le Hekima Show, je suis Maïcha Chomari et vous êtes sur Vox Africa. Hekima Show, le témoignage de vos vies. Ici, nous mettons en lumière vos expériences de vie et la réalité des afrodescendants. La santé mentale, africains, afrodescendants, nous ne sommes pas épargnés. La dépression et le burn-out, comment s'en sortir? Plus de 450 millions de personnes sont touchées dans le monde. Néanmoins, face à ce fléau, la réponse des pays africains reste insuffisante. Le burn-out et la dépression n'épargnent aucun pays d'Afrique. La dépression est l'une des premières causes d'incapacité dans le monde. Les croyances et le manque d'information laissent les personnes atteintes dans une impasse. Le burn-out et la dépression ne sont pas des fatalités. Pour en débattre, nous avons aujourd'hui des intervenantes inspirantes de par leur profession et de par leur expérience. Zita Marley Lumembo, master coach personnel et professionnel certifié, spécialisée en neurosciences, formatrice prévention, burn-out et gestion des émotions. Anishai Chimanga, artiste belgo-congolaise, née en République démocratique du Congo, détentrice d'un bachelier en relations publiques et actuellement en formation psychologie clinique. Dina Walker Djouba, altruiste et possédant une bonne capacité d'écoute et d'analyse, Dina s'oriente vers des études de psychologie clinique et se passionne pour l'ethnopsychologie. Julia Quinton, Digital Marketing Manager, créatrice de la plateforme Noire Ambition, coach carrière de vie certifié. Bienvenue, vous êtes dans le Hekima Show. Alors mesdames, parlez-nous de votre parcours. Zita, comment as-tu fait pour arriver jusque là où tu es aujourd'hui? Il faut savoir que j'ai vécu beaucoup de choses intenses dans ma vie en termes de relations aux autres, que ce soit familiales, personnelles. Et ce genre de relations m'ont mené à entrer, à découvrir mon moi intérieur et à entrer dans le monde du coaching. Et grâce à ça, en fait, j'ai pu évoluer dans ce monde-là et être diplômée. C'était un peu une réponse à toutes tes souffrances que tu as eues. Exactement. Tu as voulu maintenant, toi, transmettre. Voilà, je suis dans la transmission, dans l'information et dans l'accompagnement. Julia. Bonjour à tous, bonjour à nos téléspectateurs. Mon nom est Julia Quinton. Alors je suis rwandaise belge, née au Congo. Pourquoi j'ai été invitée ici? C'est un peu grâce à mon parcours. Donc voilà, comme je disais, je suis née au Congo et j'ai vécu pas mal de choses dans ma jeune enfance. J'ai perdu ma mère quand j'avais 7 ans, ensuite j'ai perdu mon père quand j'avais 15 ans. Et j'ai eu la chance quand même d'avoir une mère non biologique mais adoptive qui m'a éduquée et élevée comme sa propre fille, donc qui m'a donné cet amour. Mais j'ai aussi connu, on va dire, une vie aisée et puis j'ai dû m'adapter à une vie un peu moins aisée. Tout ça, ça fait qui je suis aujourd'hui. Donc je m'explique. Le fait de vivre tout ça, ça m'a donné envie de me battre, de donner la meilleure version de moi-même, d'aller chercher beaucoup plus loin. Donc j'ai fait des études, j'ai réussi avec distinction, j'étudiais en jour, mais aussi le soir, je travaillais aussi. Donc voilà, j'ai toujours, en quelque sorte, mis une petite charge sur moi pour pouvoir donner le meilleur de moi-même et en faire profiter aussi à mes descendants, le jour où j'en aurai. Et en fait, ce côté perfectionniste, un peu, on ne va pas se le cacher, et le fait de toujours aller plus loin, à un moment donné aussi, ça fait que je tombe dans un burn-out quand j'ai commencé ma carrière, il y a plus ou moins 6 ans maintenant. Donc j'étais 3 ans en agence de marketing digital. Et voilà, c'est partie de ma nature. Je voulais y aller, prester, et donc à un moment donné, sans qu'on s'en rende compte,
on tombe, on est en surcharge et le burn-out, ça peut arriver à tout le monde. Merci Julia, de nous faire cet honneur de partager avec nous ton témoignage de vie. Anishai? Bonjour à tous. Merci pour l'invitation en tout cas. Bonjour téléspectateurs. Donc moi je suis belgo-congolaise, née au Congo. Je suis venue en Belgique après les deuxièmes pillages au Congo avec mes frères, suite à la mort de mon père. Donc il y a pas mal de choses qui sont arrivées dans ma petite enfance. Et puis avec la séparation, mon pays natal, la famille, tout ça, mes repères. Je grandis en Europe, un pays que je ne connais, en Belgique, un pays que je ne connais pas. Je m'adapte, mais chemin faisant, à un moment donné, je tombe sur une mauvaise personne et je suis dans une relation toxique qui peut être appelée donc le genre de personnalité avec qui j'étais, c'était un pervers narcissique, et donc je traverse un moment vraiment sombre, on va dire. Non pas on va dire sombre, véritablement sombre. Et j'arrive à ce carrefour de ma vie où je me dis voilà, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je m'en sorte, parce que sinon je vais véritablement perdre ma vie. Si c'est pas mon mental, c'est ma vie. Et je sors de là. Je suis toute une procédure de guérison et je suis là pour témoigner et vous dire que c'est possible de continuer et d'avoir une belle vie même après des moments très difficiles. Merci beaucoup. Le thème, c'est Africains, afrodescendants. Nous ne sommes pas épargnés. Dépression, burn-out, comment s'en sortir? D'où vient cette idée que l'Africain n'a pas besoin de faire une thérapie? Je pense qu'il y a peut-être aussi... ça vient dans l'éducation, quand on entend souvent de nos parents il faut rester fort. On voit ça inconsciemment, que nos parents ne prennent pas le temps, comme Zita disait, de se poser, réfléchir, penser à ce qu'eux veulent. Ils pensent surtout à leurs enfants, à comment les éduquer, comment les faire aller plus loin qu'eux n'ont été. On garde, ça transmet cette image de je dois être fort, je dois y aller. Et malheureusement, on ne prend pas assez le temps de réfléchir à soi. Et je pense, personnellement aussi, je pense qu'il y a une forme peut-être de peur de jugement et de honte. Et pour toi, Julia, donc, tu veux nous exprimer ici que l'Africain ne laisse pas place à la faiblesse? Je ne dirais pas ça. Je pense que ça dépend de tout un chacun, toute éducation. Mais il y a certains foyers où il n'y a pas toujours l'espace qui est créé pour ça. Il y a bien sûr des foyers africains où il y a assez d'espace. Pour moi, c'est important que les parents, que la famille crée aussi cet espace. Et ça ne vient pas de la famille, aussi moi en tant qu'individu, comment je vais me créer cet espace et me permettre d'être vrai et recentré sur moi-même et de savoir quels sont mes besoins. D'accord. Et toi, Anishai? Moi, je pense que j'avais envie de dire sur ce que tu as dit, ne pas montrer cette faiblesse. Moi, j'ai l'impression que l'Africain a besoin de... Oui, il faut intérioriser le tout. C'est peut-être culturel, mais quand je regarde autour de moi, ma génération, les gens avec qui j'ai grandi, je ne me souviens pas que quelqu'un me dise « Ah, moi j'ai trop bien parlé avec ma maman aujourd'hui, on a discuté sur ça, ou avec mon papa ou quoi ». Non, bien au contraire. C'était beaucoup un peu une éducation dictate où on dit « tu fais pas ça, tu dois faire ça, etc. » Mais est-ce qu'il y avait vraiment la liberté pour communiquer ou pour parler des choses ? Je ne sais pas. Moi, j'étais dans une famille personnellement mixte, belge et congolaise, et je n'ai pas eu cette impression d'avoir l'ouverture, en fait. On ne parlait pas. Ouais, non. Donc, je la rejoins aussi quand elle dit qu'il faut créer. C'est aux parents, je pense, de véritablement créer. Aujourd'hui, j'ai un enfant, je crée cet espace avec ma fille. Je mets un point d'honneur à communiquer avec elle, à aller vers elle, à lui montrer que elle peut faire confiance à maman, elle peut s'ouvrir, elle peut parler. Même si tu as fait une bêtise, écoute, on en parle et ensemble, je vais t'expliquer pourquoi c'est une bêtise et je vais t'aider à plus refaire cette bêtise et te donner les avantages de pourquoi tu ne devrais pas le faire. Vous voyez, dans ce sens-là, donc moi... Je me demande ici concrètement, est-ce que pour vous, l'impact culturel, le fait de ne pas forcément expérimenter, en tout cas vivre sa vie intérieure et donc psychologique, etc. Vous pensez que c'est quelque chose, par rapport à ce que tu disais, donc tu as grandi dans une famille mixte, c'est quelque chose de vraiment typiquement africain, ou par exemple du côté Europe belge, tu as pu voir aussi cette forme de non-communication de ses émotions? Écoute, oui. Moi, je l'ai vécu. Ma maman qui est belge,
je ne me souviens pas qu'elle soit venue vers moi pour me dire viens, on va discuter, ou viens, je vois qu'il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà. Peut-être qu'elle a essayé, mais que c'est peut-être moi qui n'étais pas réceptive. Alors ça aussi peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, comme ça, de prime abord, je ne m'en souviens pas. Pour vous, en tant qu'Africaine, justement, quand vous vous positionnez dans cette partie de votre culture, est-ce que vous avez eu honte de vous sentir mal ou d'aller parler à quelqu'un de votre mal-être intérieur? Je vais parler moi personnellement. Je n'ai jamais eu la place pour m'exprimer et comprendre ce qui se passait avec moi. Pour la petite histoire, je suis devenue bègue sévère à l'âge de 6-7 ans. Et j'ai grandi dans un environnement où ma maman me disait que pleurer, c'était pour les Européennes. Ce n'était pas prévu pour nous, que j'étais censée rester forte et grandir du coup, dans cet environnement fort. Ce qui n'est pas forcément simple, parce qu'après, il y a toutes nos émotions qui nous rattrapent, parce qu'elles sont non exprimées, alors elles vont nous rattraper. Et ça va créer certaines autres problématiques à l'âge adulte. Et donc tu as eu du mal à un moment donné exprimer ça? Parce que justement on posait cette question en tant qu'Africain, on a un peu ce repli, on se dit non, parler de l'état psychologique c'est être faible, ou bien c'est quelque chose qui ne me concerne pas, je ne suis pas fou, je n'ai pas forcément besoin d'aller voir un psy. Du coup, est-ce que tu as ressenti cette honte ou cette gêne ou pas du tout, au moment où tu t'es rendu compte qu'il y avait un souci et que tu avais besoin d'exprimer les choses? Mais ça n'était pas bien accueilli. Okay. Du coup, j'ai dû trouver une autre famille. On a la famille que l'on choisit. Eh bien, j'ai eu cet environnement, cet espace que j'ai pu créer moi-même, un peu comme Julia l'a dit tout à l'heure. Okay. Et toi, Julia? Alors, est-ce que je me suis sentie mal d'accepter que peut-être mentalement ça allait moins bien, tout en étant une femme africaine? Pour être honnête et répondre à cette question, premier abord, pas vraiment. Je n'ai pas mis mon identité de femme africaine en avant à ce moment-là. La première chose à laquelle je pensais quand j'ai détecté que ça allait moins bien, c'est vraiment de me dire comment je vais de l'avant, comment je m'entoure, quelles ressources il y a autour de moi pour aller mieux. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand on réfléchit à tout ça, peut-être on se dit, si je me confie à des amis ou à la famille d'origine africaine, est-ce qu'ils vont pouvoir comprendre? Mais je pense que moi je regarde plutôt quel est mon cercle d'influence, qu'est-ce que j'ai en main, et si ces personnes-là n'arrivent pas à l'accepter, c'est ainsi. D'accord. Anisha? Moi personnellement, je n'ai pas osé parler. Je n'ai pas osé parler parce qu'on n'avait pas l'habitude de parler. Et comme je le dis souvent, le silence fait beaucoup de bruit. Et le silence a perduré on va dire quand je suis arrivée, j'avais 11 ans. Et c'est à 17 ans que ce silence-là, j'en pouvais plus en fait. Et tout ce que j'avais intériorisé, je voulais l'oublier. Donc j'ai posé un acte qui n'était pas le bon et je me suis retrouvée en psychiatrie, à Erasme. Je ne voulais pas mourir, mais je me suis trompée sur la notice quand j'ai pris les médicaments. Je pensais que ça allait m'effacer ma mémoire, et ben non, ça allait causer la mort. Et donc je me suis retrouvée en psychiatrie pendant 8 jours, le temps qu'ils détectent que ce n'était pas suicidaire, mais que c'était vraiment un autre problème. Mais j'en suis arrivée là, pourquoi? Parce que je ne pouvais pas communiquer. Je ne pouvais pas parler parce qu'on ne m'avait pas appris à parler. Et je ne savais pas comment faire, et je n'avais pas envie de faire mal. Je ne savais pas si ça allait faire mal à maman, si ça allait faire mal à mes frères. Donc voilà. Je ne savais pas. Est-ce que c'est la honte? Je ne sais pas. Je pense que c'était peut-être plus pour protéger mes pères. C'est important ce que tu dis, Anisha, parce que c'est réellement le silence qui t'a amené jusque-là, les non-dits. D'accord. Zita, en tant qu'experte, quelle est la différence entre le burn-out et la dépression, afin que nos téléspectateurs puissent comprendre? Alors, la dépression, quand on parle de dépression proprement dite, ça va engager l'humeur, la tristesse. C'est une personne qui va rester dans une forme de tristesse très profonde et qui ne va plus chercher à vivre proprement dit. Elle va vraiment se laisser aller, presque se laisser mourir. Tandis que dans le burn-out, on va parler d'énergie. C'est un manque de gestion d'énergie. Nous avons tous 4 batteries personnelles. Donc,
nous avons premièrement la batterie mentale, ensuite la batterie émotionnelle, la batterie spirituelle et la batterie physique. Lorsque ces batteries-là, elles sont à moins de 50%, nous entrons dans un burn-out. Maintenant, la manière dont c'est vécu proprement dit, ça va être, si vous voulez, c'est une personne qui va être surmenée tout le temps, et qui va faire abstraction de ce que son corps, en fait, lui dit. Parce que le corps s'exprime, elle va faire abstraction de ses migraines, abstraction de ses maux de dos parfois, abstraction de toute douleur que le corps peut donner. Et du coup, quand on n'écoute pas notre corps, le corps décide de faire un genre de coup d'état et il va lâcher. Je peux peut-être rajouter, il y a certains éléments que je trouvais, oui, le corps parle, et aussi avec le burn-out, il y a plusieurs aspects qui sont touchés, donc aussi bien physiquement, mentalement, intellectuellement aussi. Des fois, on oublie les choses. Moi, avec mon burn-out, c'est que j'oubliais des fois beaucoup de choses, alors que, en général, j'ai l'esprit assez vif. Émotionnellement aussi, ça nous touche. Par exemple, quand j'allais au bureau en route, je commençais à pleurer toute seule. Je me disais, mais je deviens folle, au fait. Puis aussi, on n'a plus d'énergie des fois pour faire les choses et vraiment être aussi actif. Et ce qui est aussi important, c'est que moi, j'ai été voir une psychologue qui m'a aussi fait faire des tests sanguins. Et ce qu'on peut aussi voir, c'est par exemple, quand le cortisol est bas, ça indique aussi un burn-out. Donc moi, une personne normale est censée avoir un niveau de cortisol, si je ne me trompe pas, de 10. Moi, j'étais plus ou moins à 3. Donc c'était déjà quand même à un certain niveau. Et si le burn-out, par exemple, n'est pas bien pris en charge, n'est pas bien traité, des fois, ça peut même évoluer jusqu'à une dépression. D'accord. Et donc, Julia, pour nos téléspectateurs, ce que tu viens de nous expliquer, ce sont les symptômes. C'est ça? Ce sont les symptômes qui ont fait que toi, tu as réalisé que tu étais en burn-out et que donc tu es partie chercher de l'aide. C'est ça, tout à fait ça. D'accord. Anishai, tu te sens concernée par ce que Zita a dit concernant la dépression? J'ai envie de dire, je n'avais pas les mêmes symptômes qu'elle. C'était tout autre chose. C'était plus un repli sur soi. C'était plus un sentiment de solitude, ouais, d'incompréhension, qu'on n'est pas compris, mais en soi, on ne peut pas être compris si on ne parle pas, de toute façon. Donc, en même temps, j'attendais quelque chose, mais je ne faisais rien pour être comprise non plus, vu que je ne disais pas ce qui se passait à l'intérieur de moi. Donc, je pense que moi, suite donc, à ce que j'ai eu à vivre durant ma petite enfance, et puis après ce qui m'est arrivé plus tard, à mes 26 ans, avec cette rencontre, de cet homme qui a fait ce qu'il a fait. Je pense que c'est autre chose que le burn-out. Les symptômes sont différents parce que le contexte est différent aussi. Donc, me sentir concernée pour répondre à ta question, oui, mais je dirais que c'est d'autres choses chez moi qui ont entraîné cet état de dépression. Ouais, de trou noir. Oui. Mais peut-être pour aller un peu plus en profondeur, est-ce que tu veux bien nous expliquer ce qui s'est passé, tout ça? Okay. Oui, sans problème. Donc après, donc j'ai dit, je suis venue en Belgique à mes 17 ans. Donc papa est mort à mes 11 ans. On est séparés, on est tous, voilà. Déchirure, c'est déjà difficile. Après, j'arrive ici, je grandis, je prends mes médicaments pour perdre la mémoire, pensant que j'allais perdre la mémoire. Mais je me retrouve donc en psychiatrie, à Erasme, parce que pour eux, dès qu'on fait une tentative de suicide, il faut rester sous surveillance le temps d'eux. Ils comprennent que je ne suis pas suicidaire, donc je sors très rapidement de l'hôpital. Et ensuite, je continue ma vie, mais je ne traite pas mes problèmes. Je les mets sous l'oreiller et je dis « Oh, c'est cool, on va continuer la vie, c'est bon, ça va aller ». Mais le silence perdure. Je rencontre Dieu, moi, personnellement. Voilà, je décide de marcher avec lui. Et mais sans rien traiter, hein. Je ne traite toujours rien. Et à mes 26 ans, voilà, je rencontre cette personne et je fais un petit bout de chemin avec. Et cette personne me termine. Elle me termine moralement, psychologiquement, physiquement. Elle fait tout ce qu'on peut faire à une personne. Et j'arrive à ce moment où je me dis, ok, en fait, je vais me tuer parce que ça, là, c'est plus supportable, en fait. C'est plus supportable. Et c'est ce jour-là où je veux
commettre l'irréparable, je n'arrive pas. Parce qu'il y a ma foi qui me dit que si tu fais ça, tu n'iras pas au paradis. Et c'est pas à ma maman que je pense, c'est pas mon papa, c'est véritablement Dieu. Et je ne commets pas l'irréparable. Et c'est comme ça que je quitte, je prends la décision de m'informer sur comment on fait pour s'en sortir. Et je pousse d'abord un cri vers Dieu, je dis « Oh, c'est comment? Regarde ». Mais je m'informe. Et il y avait dans le métro, sur mon chemin de travail, il y avait toujours cette pancarte avec le numéro pour femmes battues, SOS femmes battues, 0800, etc. Il était là, comme je le disais, je ne le voyais pas, il était là. Mais ce jour-là, je l'ai vu. Et j'ai appelé. J'ai pris la peine d'appeler. Et ces personnes m'ont expliqué, m'ont posé des questions. La première, c'était « Est-ce que vous êtes certaine, madame, que vous n'allez pas faire marche arrière ?» Et j'ai dit « Je suis certaine. » Je leur ai parlé. Elle a ressenti que j'étais convaincue, vraiment. Et alors, on a cheminé ensemble 3 mois. Et après 3 mois, j'étais sortie de cet environnement qui était toxique pour moi. Et là a commencé toute la démarche pour la guérison. Ok. Suivi par cet organisme à chaque fois. Ça a commencé avec eux. Quel a été ton déclic pour réellement te dire j'ai besoin d'aide? Parce que tu as fait 8 jours à l'hôpital et après ça, tu dis bien, tu as rencontré Dieu. Et après, tu as rencontré une personne et tu as vécu encore tout ce que tu as vécu. Donc, alors que le déclic aurait pu venir à la sortie de l'hôpital. Quel a été réellement ce déclic où tu t'es dit, je suis au bout, maintenant, il faut que je m'en sorte? Donc, merci pour la question. Je dirais que le déclic, c'est l'amour profond que j'ai pour un membre de ma famille. Et je ne pouvais pas laisser cette personne seule. Je ne pouvais absolument pas ne pas être forte. Je me devais de me relever. Peu importe ce que ça allait m'en coûter, peu importe le temps que ça allait me prendre, je devais le faire. Donc, on comprend ici que l'amour que tu avais pour cette personne a permis, en fait, ça t'a obligé à t'aimer toi-même, en fait. Parce que pendant tout ce temps, il y a eu comme une forme d'habitude à la souffrance. Mais une fois qu'est intervenue cette personne-là, c'est là que tu t'es dit, pour cette personne, je dois savoir m'aimer, je dois me sauver. Ok. Oui, je dois me sauver. Merci, en effet. Amichai. Julia, quel a été ton déclic? Et le déclic pour moi, j'avoue que déjà à la base, je me sentais mal, mais je n'avais pas beaucoup d'énergie. Au début, je me suis dit, c'est peut-être un manque de vitamines, donc j'ai un peu mis de côté. Jusqu'au moment où je me suis retrouvée au boulot, à regarder un écran noir pendant 30 minutes, parce que je ne me souvenais plus du pourquoi j'étais là. Je me posais plein de questions, et c'est là que j'ai eu le déclic. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça, jusqu'où ça va aller. Et au moment même où je me suis ressaisie, j'ai regardé s'il y avait des experts psychologues dans le coin où je travaillais, et c'est comme ça que j'ai mis tout en marche. En fait, tu te sentais plus rationnel dans la manière dont dont tu réagissais. Donc cet écran noir où tu restes là et tu regardes comme ça dans le vide, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu te dis? Pourquoi tu te dis que c'est pas normal? Comment je me suis dit que c'est pas normal? Parce que si je regardais quelques années avant, donc avant de commencer ma carrière professionnelle, j'étais vraiment passionnée par tout ce qui est développement personnel. Quand j'ai commencé ma carrière, j'ai mis un peu de côté et j'ai commencé à perdre de l'énergie en allant au boulot, et je me posais plein de questions sur le sens de la vie. Est-ce que c'est utile ce que je fais? Je me posais énormément de questions. Et devant cet écran noir, je me suis rappelée, mais durant toutes ces années, c'est en train d'aller de pire en pire, je ne me reconnais plus. Et c'est là que j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais non, la vie n'est pas faite pour être vécue comme ça. J'ai envie d'exprimer que je suis pleinement, m'épanouir et pas être là pendant chaque jour à pleurer ou à se poser des questions et ne plus avoir de force. Donc Du coup, face à cet écran noir, tu t'es posé des questions sur tes propres valeurs. Effectivement, aussi. Est-ce qu'il y avait une cohérence entre tes valeurs et ce que tu étais en train de faire au quotidien? Non. Est-ce que c'est le type de questions que tu t'es posé face à cet écran noir? Face à cet écran noir, je me suis vraiment juste posé la question, voilà, quel est le sens de ma vie? Pourquoi je suis ici? Est-ce que c'est dans ce métier où je suis surchargée, où je ne m'exprime pas pleinement tous mes talents, où je vois que c'est en déclin? Un peu comme la question « Qui suis-je » On peut dire ça. Vraiment, qui suis-je? Pourquoi suis-je ici?
et au point de ne plus savoir, parce que pendant les quelques, 30 minutes c'est peut-être un peu long, mais pendant de bonnes minutes j'étais là, toute une phase où j'avais plus rien, c'était juste un blackout. Et c'est seulement quand je me suis ressaisie que j'ai commencé à me poser des questions. Donc je suis restée encore un bon moment devant l'écran à me poser des questions. Et c'est là que je me suis dit non, allez Julia, prends les choses en main, il est temps. Mais Chet, tu dirais pas qu'à son niveau aussi, c'est de l'amour, mais de l'amour pour soi-même? Un moment où on se dit, je sais que j'allais mieux, je veux aller mieux, et ça va pas. Est-ce que c'est pas aussi une manière de s'aimer soi-même, de se dire, là je me sens en danger, là je sens que... Oui. Parce que lorsque tu te poses la question « qui suis-je ?», tu fais maintenant attention à ton intérieur et tu fais appel à ton identité. Et quelque part, c'est une forme d'amour envers soi-même. Enfin, je ne sais pas si tu le ressens comme ça. Est-ce que tu le ressens comme ça? Moi, c'est ce que j'ai ressenti dans ce que tu viens de dire. Avec du recul, peut-être, oui, c'était déjà un déclic. Ah, mais pas au moment. Au moment même, je me suis pas dit « oh, c'est une preuve je m'aime ». C'est une preuve d'amour. Non, à ce moment-là, je me suis dit, il faut juste que c'est pas possible. Je veux pas. J'ai pas envie de terminer mes jours comme ça, à toujours être triste, de mauvaise humeur, ne pas avoir le courage ou la force de me lever le matin. Je faisais des cauchemars, plus d'énergie. Donc c'était vraiment. Et j'avais envie de me reprendre en main à ce moment-là. Donc oui. Zita, en tant que coach, quand tu es face à des personnes comme ça, la première chose que tu préconises, c'est quoi? Alors, en tant que coach, je ne suis jamais en face de personnes en burn-out ou en dépression. Le burn-out et la dépression, ce sont des pathologies, du coup, qui vont se traiter en clinique ou dans les hôpitaux. Donc, moi, mon rôle en tant que coach, premièrement, si un client souhaite venir me voir et me dit qu'il est en burn-out et qu'il aimerait bien le traiter, je vais devoir l'orienter vers un médecin qui est dans la compétence. Et donc, dans ton rôle de coach, à quel moment tu interviens? J'interviens soit avant le burn-out ou la dépression, soit après. Okay. Et j'interviens dans le sens où je vais redonner du sens à la personne. Donc c'est comme une forme d'accompagnement que tu fais? C'est un accompagnement, oui. Cette personne arrive presque à un burn-out, ok? Elle vient vers toi et là, tu vas lui donner... Je vais lui donner certaines clés que pour lui faire comprendre ce qui lui arrive. Je vais le remettre dans son état présent actuel. Je vais le faire recentrer sur lui-même. Parce que la personne qui est entre guillemets, en pré-burn-out, elle se détache d'elle-même de plus en plus jusqu'à s'écrouler. Okay. Et du coup, je vais la refaire revenir à l'état présent proprement dit. En se posant des questions? Bien sûr, okay, par une méthode de questionnement bien précise. Une méthode précise. PNL? Je ne fais pas dans la PNL, je suis dans l'analyse transactionnelle. Oh, ok. Alors, s'il te plaît, tu m'as perdue. Quelle est l'analyse transactionnelle? Donc, ça va vraiment être une méthode de questionnement qui va vous forcer à regarder à l'intérieur de vous à un moment donné. Et à partir de là, en fait, ça force l'introspection. Ah, ok. Tu les aides à se poser les bonnes questions afin qu'ils atteignent... Ok, d'accord. Et avec leurs propres ressources, ils arrivent à guérir. Et est-ce que ça peut suffire, ça, pour guérir du burn-out? Pour se faire rendre compte, généralement, oui. Maintenant, si malgré ça, on rentre quand même dans un burn-out, alors là, je vais diriger vers un médecin compétent. Quelles sont les clés que tu peux donner aujourd'hui aux téléspectateurs pour des personnes qui sont en phase de burn-out ou avant burn-out? Quelles sont les clés? Premièrement, ce serait de faire un état des lieux personnel. Donc, recentrez-vous sur vous-même et n'ayez pas peur de vos émotions parce qu'elles sont là pour vous dire quelque chose. Donc, plus vos émotions elles vont être exprimées, mieux c'est. Plus vous allez garder encore et là, effectivement, ça vous prêtera préjudice. Donc, l'idéal, c'est de ressentir et de s'informer. Si vous tombez quand même dans le burn-out, dans ce cas-là, dirigez-vous vers une personne médicale compétente.
Imaginons ici que nos téléspectateurs se sentent concernés et se disent « Ok, moi j'ai besoin d'aide. Je ne suis peut-être pas encore au stade du burn-out, mais je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas et j'ai besoin d'être accompagnée. » Quelles sont tes zones de compétences? Qu'est-ce que tu peux offrir comme service à ces personnes et où on peut te trouver? Alors, on peut me trouver donc à Bruxelles et j'organise des ateliers et des petites conférences, des petites formations sur le burn-out, sur la gestion des émotions et la gestion du stress proprement dite. Et j'accompagne en coaching sur une période de 6 mois et c'est environ pour 14 séances. On peut me contacter sur ma page Instagram Zita Marley. Merci beaucoup Zita. Merci Merci d'avoir été avec nous. Pour poursuivre cette conversation, nous allons recevoir Dina Djouba. Dina Walker Djouba, altruiste et possédant une bonne capacité d'écoute et d'analyse, Dina s'oriente vers des études de psychologie clinique et se passionne pour l'ethnopsychologie. Bonjour. Bonjour Dina. Bonjour. Ça va? Ça va. Bienvenue Dina. Peux-tu nous expliquer ton parcours? J'ai toujours été passionnée par tout ce qu'on rejetait. Depuis petite, mes amis, ça pouvait être les personnes, les no-life de la classe, les personnes qu'on va stigmatiser. Et puis j'ai toujours été à l'écoute. Les no-life. Oui, donc les personnes rejetées. Au niveau de la classe, on ne lui parle pas, il s'habille trop mal, voilà, oui, exactement. Et donc après, petit à petit, j'ai toujours été à l'écoute d'autres personnes et un questionnement aussi personnel. Donc j'ai commencé mes études en psychologie clinique. Depuis peu, ce qui est nouveau pour moi, donc j'ai travaillé en psychiatrie lourde. Donc quand on est dans la pathologie mentale, c'est très différent de la détresse psychologique. Au niveau des institutions, quand on était dans la pathologie lourde, c'est là où je voyais beaucoup plus des personnes d'origine d'Afrique. Quand on était dans la pathologie, alors je me suis demandé, avant de tomber totalement dans la pathologie, je veux dire quand on est dans un centre fermé, est-ce qu'il y a un accompagnement qui est sur mesure, qui nous va, qui prend en compte notre culture, nos origines et ce qu'on est en tant qu'afrodescendants? Donc c'est comme ça que depuis peu, j'ai des entretiens individuels avec des personnes afrodescendantes. Et voilà, tout simplement. C'est pour ça que je suis là pour dire qu'on peut avoir un suivi sur mesure à notre réalité culturelle. Est-ce qu'à travers la découverte que tu as faite, tu confirmes ici qu'un Africain ou un Afro-descendant, pour être mieux suivi, doit être suivi par un ethnopsychologue? Alors, l'ethnopsychologie, c'est vraiment la psychologie qui s'adapte à l'environnement des personnes. On prend en compte les spécificités culturelles des personnes. Voilà. Donc maintenant, mes collègues qui sont aussi européens peuvent suivre. On a la compétence, on a la formation. Mais maintenant, ce qui est nouveau, qui n'est pas encore présent malheureusement quand on est dans le mal-être psychologique, c'est l'ethnopsychiatrie. C'est-à-dire que le symptôme, en psychologie, quand on a un symptôme, on va dire, bon, on a une personne qui est déscolarisée depuis je ne sais pas combien de temps, qui a fait tous les centres fermés, qui a eu des tentatives de suicide, on va dire personnalité borderline avec syndrome d'abandon. Voilà, on va dire ça. Or que maintenant, on va être à l'écoute de cette personne. Elle est d'originaire d'où? Je donne un exemple d'Afrique subsaharienne. Comment tu vis ton mal-être? La personne va parler de djinn, va parler d'esprit, va parler des réalités culturelles. Donc le symptôme, on introduit, le symptôme représente la spécificité de la personne au niveau de son identité et au niveau de la culture. Dirais-tu de ton intérêt justement en ce qui concerne l'implication de la culture dans le suivi et le traitement des personnes, et on peut aller dans n'importe quelle culture ici, mais on va parler de la culture africaine. Dirais-tu qu'il y a des conséquences liées à la colonisation et à l'esclavage? Bien sûr. Maintenant, on remonte loin. Comme a dit ma collègue coach Zita, il y a eu l'esclavage, il y a eu la colonisation. Il y a des traumas qui sont là. Et je pense personnellement que le trauma peut traverser les générations au niveau de l'appartenance culturelle, certes, mais je pense qu'au niveau du sang, je pense que c'est possible. Oui, ça a un impact, même sur nous, les afrodescendants. Il y a eu un conflit générationnel par rapport à tout ça. On va sortir même de l'ethnicité pour juste rentrer dans l'accumulation. Est-ce que justement l'accumulation à travers les générations, ou même de sa petite enfance jusqu'à l'âge adulte, peut favoriser une fragilité ou créer une force ou, tu vois, une attitude de défense plus exacerbée que d'autres?
Alors, si on regarde les théories freudiennes au niveau de la psychanalyse, vous pouvez imaginer l'être humain comme un vase de cristal. Et ce vase de cristal qui est super a des petites fissures qui sont invisibles à l'œil nu. On ne le sait pas. Mais c'est quand le vase, il tombe, paf, que là on se rend compte, ah ben en fait, ça craint. Il était fragile ce vase. Et je pense que chaque être humain, on est avec une histoire. Déjà en tant qu'humain, là je ne parle pas dans la collectivité, avec une histoire, avec des fragilités, qu'ils soient génétiques, qu'ils soient liées au contexte environnemental, familial, professionnel. On est avec tout ça et ces moments où et ce qu'il faut éviter, que la personne tombe dans la pathologie, qu'on se rend compte que l'histoire n'allait pas. Il y a une accumulation qui est là. Parfois, quand les parents se retournent vers les enfants et disent « Mais comment tu peux me parler comme ça avec tous les sacrifices que j'ai faits pour toi ?» Quand l'enfant entend sacrifice, va se dire « Nous qui naissons ici, c'est normal, c'est ton rôle. » On comprend, je te comprends, mais j'ai pas besoin de me sentir aussi, de culpabiliser pour ça. Or que quand les parents parlent de sacrifice, c'est j'ai quitté ce pays, j'ai tout fait pour te donner une vie, c'est la souffrance psychique. Oui. Dans son être même, le phénomène de déculturation qu'il a subi, le fait de parfois perdre son identité, s'intégrer, parfois enlever ce qu'il est pour pouvoir survivre encore dans un pays différent. Anishai, Julia, comment vous vous reconnaissez justement face à ce que Dina vient d'expliquer par rapport au sacrifice de vos parents et toute cette accumulation? Anishai. Écoute, je réfléchis sur la question et je me demande si leur vécu à eux a eu un effet sur ce qui m'est arrivé. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que le cas de figure que moi j'ai eu à vivre est indépendant de ce qu'eux ont vécu. Mes parents ne m'ont pas fait ressentir qu'ils avaient vécu une certaine misère ou bien qu'ils avaient dû se sacrifier particulièrement pour moi ou quoi que ce soit. Au contraire, j'ai plus l'image de parents qui étaient contents et heureux de vivre leur vie. Donc, moi, personnellement, je ne me retrouve pas là-dedans. D'accord. Non. Et donc, pour toi, Anishai, si on doit parler plutôt d'accumulation, c'est plutôt dans ton propre cas de figure où tu as accumulé un temps de silence, de non-dit et de souffrance gardée. Oui, avec un vécu dans ma famille aussi, mais pas lié à l'historique, l'esclavage, etc. Non, je ne pense pas. Sincèrement, je n'ai pas grandi en ressentant ça, en tout cas. Non. Et toi, Julia? Personnellement, je dirais aussi que je ne l'ai pas senti comme ça. Bien sûr, mon vécu familial, comme je disais au début, a eu une influence sur comment j'ai grandi. Donc, le fait de perdre mes deux parents, de connaître peut-être une vie aisée à une vie moins aisée, mais ça m'a donné envie de me battre, d'aller plus loin. Et cette pression, c'est moi qui me la suis aussi mise quelque part. Donc, inconsciemment, ça a peut-être joué, mais je ne dirais pas que c'est un bagage qui venait vraiment purement de mes parents ou mes ancêtres. Maintenant qu'on a compris qu'il y a une sorte d'accumulation qui se fait, qu'il y a des conséquences aussi et qu'il y a une manière d'aborder les choses en considérant l'univers culturel de la personne, que ça reste important, on s'inscrit dans des codes. Moi, j'avais envie de comprendre, en tant que thérapeute, ici, comment on fait pour identifier les symptômes, en tout cas, quelqu'un qui, aujourd'hui, concrètement, vit une dépression ou un burn-out, comment il fait pour se rendre compte qu'il vit cette situation? La dépression, c'est une pathologie mentale. C'est une personne qui est malade. Donc la personne va avoir d'abord des syndromes dits dépressifs qu'on retrouve dans le burn-out. Le burn-out est une maladie professionnelle. Donc on a, comme a dit ma collègue, au niveau de l'humeur, on a l'irritabilité, on a une grande tristesse, une souffrance intense qu'on va ressentir. Au niveau cognitif, on a une perte de l'intérêt, une perte de motivation. On n'a plus envie de faire quoi que ce soit, mais de se réveiller le matin. Au niveau, donc je résume, au niveau somatique, on a soit l'hypersomnie, la personne va beaucoup dormir, on a les insomnies, donc tout ça entraîne les fatigues mentales aussi. Et donc au niveau cognitif, je reviens aussi dessus, on a aussi une difficulté à penser. On a des pensées beaucoup saccadées. En fait, la personne est vraiment dans un rythme que moi je dirais personnellement marche vers sa destruction intérieure. Okay. C'est très morbide.
la dépression. Vraiment, c'est des pensées suicidaires, souvent, parfois des passages à l'acte. Tu nous l'as dit tout à l'heure. Voilà. Des choses qu'on va faire, tu as dit, j'ai pris le médicament pour oublier, je me suis trompée. Ça, c'est ce que moi, maintenant, je vais dire. Parfois, l'inconscient nous amène vers ces pulsions de mort et que parfois, on ne peut pas accepter. Parce que, comme tu dis, dans l'hypnopsychiatrie, par exemple, on prend en compte la spiritualité, la culture, qui disait que si je meurs, par exemple, je vais en enfer. Donc, quand tu as voulu vraiment passer à l'acte, vraiment, j'y vais, je me tue, et là, tu as eu des défenses beaucoup plus fortes qui t'ont dit, si je meurs, je vais au paradis. Mais quand tu étais dans cette inconscience où tu n'étais pas encore assez poussé dans la pulsion de mort, ton conscient t'a dit, je veux oublier. Mais en fait, tu voulais mourir. Mais excuse-moi, je vais intervenir. Je ne pense pas que je voulais mourir. Parce que la mort, j'en ai pris conscience quand mon père est mort. Tu vois? Mais je ne pense, sincèrement, quand j'ai pris la notice, j'ai vraiment lu la notice, tu vois, en m'assurant qu'il n'y avait pas la mort. Oui, ça, tu vois? Bon, là, tu penses que c'est mon inconscient? Mon conscient fait une chose, mon inconscient fait autre chose. Il faut vraiment se dire, il y a les choses que je fais consciemment, ce que je sais de moi. Qui est contraire à ce que le subconscient. Et puis il y a la boîte noire qu'on a tous. Et cette boîte noire parfois renferme des choses qu'on ne peut pas se regarder comme ça. Et donc on a des actes manqués qui viennent. Et on va se dire, j'ai fait ça, mais l'inconscient te dit, bon, on est dans la pulsion de mort. Ce qui est bien, c'est que dans ton acte, c'était vraiment un cri à l'aide que tu t'es fait d'abord à toi-même, d'accord, et à l'entourage. Voilà. Mais Dina, c'est quand même des symptômes qui sont assez lourds. Pour nos téléspectateurs qui sont, par exemple, qui sont parents, quelle est la place de la famille, justement, quand on est face à un enfant qui a des symptômes aussi lourds dans le processus de guérison? Quelle est la place de la famille pour atteindre justement cette guérison, pour aider justement la personne atteinte? En général, la famille, c'est un système. Un système est composé d'éléments qui s'auto-influencent. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de parentalité, où ces personnes qui n'ont plus leurs parents, les personnes d'influence ou même les amis, on s'influence mutuellement. Parfois, comme elle l'a dit tout à l'heure, le silence crie fort. Ça fait du bruit. Voilà, ça fait du bruit. Voilà, je paraphrase. Parfois, il y a des non-dits comme ça de souffrance qui se transmettent dans le système. On n'a pas besoin de parler. Et donc, quand une personne est en souffrance, maintenant, c'est à savoir dans quel état il y a un individu qui est en souffrance. Ça, c'est l'individu. Mais quelle est la santé mentale du système en question? En fonction de comment se porte cette famille, les non-dits, le fait où on dit « sois fort, sois parfaite », voilà. C'est comme ça qu'on va pouvoir détecter ou pas la détresse psychologique quand la personne fait des épisodes dépressifs qui durent environ entre 4 à 6 mois, et quand la personne tombe dans la pathologie au-delà de 6 mois. Donc c'est pour ça que, bon, si je reviens, parce qu'on est dans Ekimacho et qu'on est dans une émission, on parle beaucoup aussi des afro-descendants, normalement dans notre culture, on discute, c'est une culture collective, on prépare beaucoup. À chaque passage de la vie de l'enfant, c'est marqué par les parents. Même le mariage, tout est marqué. Et parfois les familles ou parfois quand les familles ne vont pas bien, ou quand chacun doit trouver son chemin, ou s'il y a certains secrets qui sont trop lourds à communiquer, on ne détecte pas. Anishai, Julia, par rapport à vos témoignages de vie qui sont marquants et inspirants, qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs de ce que vous avez retenu? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes 2 personnes, vous avez guéri. Julia, on te voit aujourd'hui, c'est derrière toi. Anishai, pareil. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs qui frôlent justement le burn-out ou la dépression, ou qui sont atteints de ces pathologies? Personnellement, moi, ce qui m'a fortement aidée, c'est déjà de m'en rendre compte, de faire le pas, d'aller chercher des personnes ou des ressources qui pourront m'aider à aller de l'avant et m'en sortir. Donc ça c'est une première clé qui, moi, personnellement, m'a aidée. Se rendre compte aussi, oui, malgré toutes les ambitions, donc moi c'est par rapport au burn-out, malgré toutes les ambitions, the best way to boss up is to rest. Donc traduit, la meilleure manière d'être ambitieuse et de réussir, c'est aussi de prendre soin de soi, parce qu'on est là pour long terme, c'est vraiment un marathon qu'on fait. Donc c'est aussi vraiment de prendre des moments pour soi, prendre soin de soi et s'entourer de bonnes personnes, que ce soit amis mais aussi experts. Merci Julia. Anishai? Moi je dirais que
comme elle, donc la prise de conscience. Dès que vous en prenez conscience, agissez, posez des actes qui vont vous aider en fait à vous en sortir. Si vous avez des personnes à proximité vers qui vous pouvez aller pour vous confier, n'hésitez pas, il faut vraiment y aller. Après, il y a des institutions qui peuvent aider. Vraiment, moi, ça m'a aidé en tout cas à m'en sortir. Aussi, je dirais d'être vrai avec soi-même en fait. De pas, voilà, quand on est dans ces états-là, on a quand même honte. On a quand même honte et cette honte en fait nous enferme encore dans un silence et je vais pas dire ça. Non, parce que ça rend pas service. Ou j'ai envie de dire, quand on est malade et qu'on a la fièvre, on va voir un médecin en fait, hein, et il nous fait une prescription et si on doit être en repos pendant une semaine, on prend. Donc si psychologiquement ça va pas, tu es en bas, tu vois que tu ressasses des choses, tu es dans un trou noir, tu es fatigué, tu as envie de mettre fin à ta vie ou peu importe les pensées que tu as, j'ai envie de dire, va voir une personne compétente. Pourquoi tu n'irais pas voir la personne qui pourrait t'aider à mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Donc moi, c'est ça. Moi, j'ai appris sincèrement à être vraie avec moi-même et à faire tout ce travail pour aller jusqu'à ma guérison que je crois véritablement vivre aujourd'hui. Elle a raison parce qu'en fait, le truc, c'est que si je reste dans le truc afrodescendant, aller voir un thérapeute, ce n'est pas être fragile. Ce n'est pas être fou, c'est vraiment pas péjoratif. Donc c'est quelque chose, c'est un pas qu'on a du mal à faire parce qu'on a toutes ces images-là qu'on n'ose pas faire. Et justement, quand on se retrouve dans le burn-out, c'est une maladie professionnelle avec ou la dépression, c'est d'abord des questionnements qui te ramènent à toi-même, à ta propre identité en tant que personne. Et quand tu étais devant le trou noir, par exemple, tu étais là devant l'ordinateur et tu disais mais qu'est-ce que je fais là, quoi, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, ça te ramène à toi-même. Et je pense que dès le moment où le corps fait signe, dès le moment où on n'est plus en adéquation avec soi-même et son environnement, c'est le moment où il faut se dire j'aurais peut-être parlé à quelqu'un d'extérieur. Et j'aimerais bien ajouter, excusez-moi, encore une chose en fait, étant afrodescendante aussi et dans la culture afro, la spiritualité est très importante, n'est-ce pas? Et il y a quelque chose, malheureusement, dans les églises aujourd'hui, dans la spiritualité, quand on a des douleurs, en fait, soit on a un problème, on est possédé par un esprit, ou bien, en fait, on est juste pas normal, en fait. Et j'ai envie de dire, non, l'Église a sa part, la spiritualité a sa part, c'est une chose. Mais le pasteur, ton pasteur, il est peut-être pas psychologue. J'aimerais dire, pasteur, dirige la personne vers une personne compétente et cette personne-là reviendra, priera avec toi, mais entre-temps, elle recevra aussi les soins qu'il faut moralement et psychologiquement pour l'aider à avancer dans la vie. Je pense que les deux combinés ensemble, magnifique. Vous venez de donner des messages forts sur ce qui ont été votre déclic et aussi la démarche que vous avez mis en place pour aller vers la guérison. Maintenant, je voulais demander en tant que professionnel, qu'est-ce qu'il faut mettre en place et comment ces personnes sont suivies, où elles peuvent trouver de l'aide? Avec le psychiatre, ça c'est si la personne est vraiment dans la pathologie, on conseille une thérapie individuelle. Et si le problème concerne la famille, on peut avoir des thérapies familiales, systémiques, où on va vraiment traiter, le sujet est vraiment individuel. On a une médicamentation qui est là, et puis on a le professionnel qui est là. Quand on est dans un burn-out, ce qu'il faut faire, c'est déjà le truc, et ce que je regrette, c'est que le burn-out n'est pas dans le DSM-5. Le DSM-5, c'est le manuel de diagnostic et de statistiques des pathologies mentales. Comme pour l'instant, le burn-out est considéré comme une maladie professionnelle, c'est maintenant qu'on parle de burn-out parental, tout ce qui va avec. C'est plutôt au niveau de la médecine du travail. Donc vous allez voir le médecin du travail ou la psychologue du travail, qui va vraiment vous donner un questionnaire où elle va identifier si vous êtes dans un burn-out ou pas. Et là, il y aura un suivi. L'entourage compte beaucoup, les proches comptent beaucoup, il faut être présent, éviter le jugement, éviter de dire mais ça fait 6 mois que tu es là, mais arrête quoi. On ne sait pas ce que l'autre vit. La souffrance, elle est objectivée dans nos manuels, dans nos formations, mais c'est d'abord un ressenti qui est individuel. Enrichissant, merci à vous vraiment, parce que vos témoignages nous ont parlé et je pense que c'est faire preuve de courage aussi, de venir témoigner de ce qui s'est passé dans vos vies, afin d'aider les téléspectateurs aussi à s'en sortir. Donc vraiment, on vous remercie pour ça. Chers téléspectateurs, avec tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, on constate que la maladie, c'est le mal qui a dit.
C'est le mal-être qui s'exprime à travers votre corps. Aujourd'hui, à travers ce thème, on veut parler aux personnes qui sont atteintes afin que vous ne puissiez pas vivre ces situations seules. Il y a des personnes qui peuvent vous accompagner, il y a des personnes qualifiées pour pouvoir vous soigner. Prenez courage et agissez. On se retrouve dans le prochain numéro dans Ekimasho.